Bonjour à vous. Bonjour. Et voilà, qui sont donc des éditions Felebele, comme ça exactement, je crois. Donc voilà, je vais les laisser se présenter, peut-être. Donc déjà, Rodolphe Massé, qui est adaptateur, traducteur, scénariste, etc. Enfin, j'en passe. Électronique, on va dire. C'est ça. Je suis en fait auteur. Moi, je viens au départ plus de la poésie et de la musique, et puis je suis devenu auteur parce que j'avais envie de bosser aussi dans l'édition, et puis j'avais un amour des livres quasi absolu. Et puis en commençant pour travailler dans l'édition, pour vivre de ses droits d'auteur, une solution intéressante quand on est amoureux des livres et des auteurs, c'est de faire de l'adaptation, en fait, c'est de la traduction ou de l'adaptation. Et c'est comme ça que j'ai commencé à travailler sur Tezuka, début 2004, sur les volumes de Blackjack, notamment une série Tezuka qui est très connue, avec un traducteur fantastique qui s'appelle Jacques Laloze, qui est un traducteur très renommé au Japon. Un petit peu comme ça, je prends comme ça. Ouais, ça je te laisse celui-là, c'est plus sympa. Et un traducteur qui était l'ami français de Tezuka au Japon et qui était aussi l'interprète de Tezuka. Et avec lequel on a adapté près d'une cinquantaine de volumes de Osamu Tezuka. D'abord dans le cadre de la collection Les meilleurs d'Osamu Tezuka chez Asuka, donc avec Blackjack, La Naïa Oniko, L'Enfant aux trois yeux, Vampire, Midnight, Ludwig B, etc. Ludwig B qui était un des 3 derniers mangas de Tezuka, un de ses 3 mangas inachevés, avec Neo Faust, voilà, et Gringo, exactement. Et puis quand la collection s'est achevée chez Asuka, on a souhaité poursuivre cette aventure et sortir notamment les titres qu'on souhaitait sortir chez Asuka, c'est-à-dire Neo Faust, Debout l'humanité et Alabaster. Et il se trouve qu'à ce moment-là, on a rencontré Grégory et Thomas de Flubble Up, qui étaient justement, à ce moment-là, avaient envie de publier Tezuka. Je pense que... Voilà. Et notamment de faire découvrir un Tezuka méconnu, c'est celui qui parle davantage de satire sociale, de Tezuka plus satirique, très adulte, avec un dessin proche du dessin de presse. Et sur ces envies mutuelles, on a commencé à travailler ensemble il y a 6 ans et on a sorti un gros Tezuka par an. Donc voilà, il y a eu Debout l'humanité, il y a eu Alabaster, il y a eu L'homme qui aimait les fesses, et La grande pagaille du Diletta. Voilà. Et enfin Neo Faust. Justement, on parle des dessins de presse, donc à la base, je crois, donc les éditions Felebele, c'est se portait surtout là-dessus. C'était un fanzine à la base. Oui, en 96. Flubble, c'est un fanzine d'abord, oui, effectivement, qu'on a créé quand on était étudiant en 96. On était encore, moi j'étais au Beaux-Arts, Grégory était à la fac de lettres. Oui, puis voilà, notre évolution a fait que de fil en aiguille, on est devenu un éditeur. On date ça de 2002, c'est-à-dire le moment où on fait nos premiers livres qui sortent en librairie, qu'on passe à une diffusion professionnelle. Donc ce sera donc 15 ans l'an prochain. Il y a une expo qui est prévue au Festival d'Angoulême. Oui, il fallait que je présente Flubble. Je un peu. Okay. Donc Flubble, on est un éditeur. Nous, ce qui nous plaît, c'est plutôt on s'est plutôt réunis sur la bande dessinée pour notre goût commun pour les éditions du Square, donc qui publiaient Harakiri, Charlie Mansuel, Charlie Hebdo, qui sont notamment Harakiri, qui est un magazine que nous, c'est un peu mythique pour nous, et sur notre goût pour l'humour, pour la déconnade. Donc c'est un peu dans cet esprit-là qu'on a fait notre fanzine Flubble Up. On avait fait un autre fanzine aussi qui s'appelait The Blue Salt, qui était plus effectivement quelque chose qui relevait du dessin de presse, de la satire. Voilà, ouais, de fil en aiguille, on est devenu un éditeur et donc on est plutôt identifié en librairie comme un éditeur de bande dessinée, mais un peu comme ce que les auteurs qui étaient dans Harakiri faisaient, c'est-à-dire qu'ils n'avaient pas de mode d'expression privilégié, ils étaient à la fois dessinateurs, auteurs de romans photos, de textes, ils faisaient du théâtre, enfin voilà, et c'était un peu des auteurs, je dirais, complets, dans le sens où
il y avait, je sais pas comment dire, on a tendance nous maintenant, surtout dans le domaine de la bande dessinée, à dire voilà, t'es auteur de bande dessinée ou t'es auteur de littérature. Et justement, ces gens-là, justement, il y a une grande diversité. Voilà, ces gens-là ont prouvé que voilà, t'es auteur. Après, le mode d'expression que tu adoptes, voilà, tu l'adoptes justement. Donc là, on passe par, je sais pas, dans les éditions, on passe justement de la BD au roman photo, flipbook, voilà, etc. Il y a beaucoup de choses qui sont proposées. On fait aussi un peu de jeunesse. Et effectivement, dans notre parcours, il se trouve qu'on a commencé en 96, à peu près au moment où les premiers livres de Tezuka étaient publiés en France, notamment l'histoire des Trois Adolphes, qui nous a beaucoup marqué. Donc on était très lecteurs de Tezuka, parce que c'est un auteur qui a vraiment un souffle incroyable. Enfin, chaque œuvre qu'on découvrait, on était là, waouh, qu'est-ce qui se permet et tout, machin. Et moi je suis tombé dans une expo une expo à Angoulême sur des planches de Tezuka qui étaient plus dans un dessin beaucoup plus jeté, beaucoup plus effectivement dessin de presse comme disait Rodolphe. Voilà, j'ai trouvé ce dessin parce que sinon je suis un peu moins fan du dessin qu'il a dans Néo-Faust, que je trouve plus un dessin de studio, même si c'est quelque chose je sais pas comment dire, il a mis en place une grammaire, un peu comme Hergé l'a fait avec Tintin, il a mis en place une grammaire de narration qui est incroyable, enfin qui est vraiment ciselée. Mais moi j'avais envie de publier parce qu'à l'époque il y avait beaucoup d'éditeurs qui publiaient du Tezuka, même il y avait des éditeurs indépendants comme Cornelius qui avaient commencé à le faire. Et du coup quand Rodolphe et Jacques nous ont contactés, on a eu envie plus de publier des choses qui n'avaient pas été publiées par d'autres éditeurs. Et donc j'ai repensé à ces planches que j'avais vues en expo et je me suis dit que justement ça nous correspondait bien parce qu'à la fois c'était de la satire, c'était de l'humour et puis ça pouvait être rapproché sans vraiment tirer par les cheveux, hein, ça pouvait être rapproché de choses qu'avait fait par exemple Volinsky ou Rezer dans Harakiri et qu'on aimait bien ces croisements là, quoi. On aimait bien que on n'aime pas dire que, je sais pas comment dire, de la même façon qu'on n'aime pas dire qu'on est auteur que de BD, on n'aime pas dire qu'on est éditeur que de manga, par exemple. Pour nous, c'est un peu tout. C'est de la bande dessinée et on édite exactement de la même façon. J'espère que je suis pas trop confus. Non, je pense que c'est pas simplement pour les personnes qui ne connaîtraient pas Tezuka, ici, on a peut-être, simplement pour situer qui est Tezuka, c'est vraiment un auteur qui a totalement colonisé l'imaginaire japonais pendant plusieurs générations et qui a eu droit, quand il est mort en 1989, à des funérailles nationales dignes de celles de Victor Hugo chez nous. C'est pour dire à quel point cet auteur a été influent. Il a travaillé dans tous les genres, il s'adressait à tous les publics avec... Donc il n'y a pas un japonais en fait qui n'a pas lu de Tezuka, tout le monde le connaît là-bas, c'est une star nationale, c'est une sommité. Ouais, c'est à la fois c'est l'équivalent de Walt Disney et de Hergé réunis, si on veut, au Japon. C'est Disney, Hergé, plus éventuellement un autre troisième auteur qui relèverait peut-être plus du grand romancier russe, parce qu'il y a cette approche très littéraire et très complexe dans sa narration, toujours très riche, très fouillée, psychologiquement, à tous les niveaux, avec plein de niveaux de lecture. Donc c'est vraiment un génie de la narration et du dessin, et qui travaillait sur le manga comme un bourreau de travail, puisqu'il est littéralement mort d'épuisement à 61 ans, et sur son lit d'hôpital, il continuait à crobarder jusqu'au dernier jour, stade terminal de cancer, il continuait à dessiner Néo-Faust, notamment, je crois que probablement des 3 mangas inachevés, c'est le dernier sur lequel il a travaillé, parce que c'est le seul dont on possède d'ultimes planches crayonnées, qu'on a tenu à faire apparaître dans ce volume et qui rend le récit extrêmement émouvant, puisqu'à la toute fin, donc la première partie est achevée et constitue l'essentiel du volume, et Tezuka avait commencé une deuxième partie, donc qui ne verra donc pas le jour, mais qu'on a choisi de publier parce que c'est extrêmement émouvant de voir le dessin de Tezuka, d'abord réduit à l'état de crayonné, puis finalement, à la fin, il esquisse simplement quelques traits et les dialogues, et puis la toute dernière case est blanche. Ça rappellera à certains d'entre vous Tintin et l'Alphare, où on a aussi ces crayonnés d'Hergé avec ce Tintin qui disparaît progressivement, qui revient qui tombe dans le néant, dans le blanc de la page, dans le silence. Et c'est d'autant plus poignant que Néo-Faust est vraiment une sorte de métaphore de la création, d'une méditation finalement d'un homme en fin de parcours, en fin de vie, d'un créateur en fin de vie. Et c'est vraiment
ça se lit comme, presque comme un journal de cet homme en fin de parcours, et c'est pas du tout sombre, parce que c'est autant le regard de Tezuka est drôle parfois d'un humour féroce, justement, comme le disait Thomas, mais toujours pétri d'un humanisme et d'une générosité et d'un amour de l'humanité. Le credo de Tezuka, c'était aimer tout ce qui est, aimer toutes les créatures, aimer tout ce qui est vivant. C'est vraiment ce qu'il voulait qu'on retienne de son œuvre et de n'importe lequel des 400 volumes que constitue l'intégrale de son œuvre. Donc ouais, et puis on va dire que Néo-Faust, c'est pas rien pour Tezuka, enfin Faust en tout cas c'est pas rien du tout. D'ailleurs il a traduit, enfin il a revisité Faust 3 fois. Donc il y a eu d'abord Faust en 50, enfin en 1950, il y a eu ensuite Lion Books en 71. Et ensuite voilà, donc la dernière revisite, donc Néo-Faust qui est un peu plus mature que les autres, la plus développée. Qui est donc voilà, qui est inachevé malheureusement, mais qui en tout cas, enfin qui personnellement m'a beaucoup frappé. Ça a été un peu comme une rétrospective de la vie de Tezuka et on en apprend beaucoup en fait. Même s'il n'y a que la première partie sur les 3 qui a achevé, on en apprend beaucoup sur lui et sur son travail. Oui, je disais, je pense que on peut vraiment le lire comme une sorte de journal de ces derniers moments. Un peu à l'image de ces 5 derniers grands quatuors de Beethoven qu'il aimait tant et auquel il avait consacré aussi une biographie, Ludwig B, et là c'est inachevé aussi. Et quand on écoute, pour les mélomanes, ceux qui connaissent les 5 derniers grands quatuors de Beethoven, ça s'écoute vraiment comme le journal incandescent de la fin de vie de Beethoven, et il redevient en même temps comme un enfant avec une liberté d'esprit et de création absolument inouïe. Et c'est exactement ce qui se passe aussi pour Tezuka. Je crois que Tezuka n'a jamais été aussi jeune et créatif que dans les dernières années de son parcours. Il n'a jamais cessé de l'être parce que c'est quelqu'un qui a toujours gardé son âme d'enfant et sa créativité. Mais c'est vrai que la dernière période de Tezuka est loin d'être la moins intéressante. C'est plutôt, à mon sens, vraiment une des plus passionnantes. L'histoire des 3 Adolphes dont je parlais tout à l'heure, ça en fait partie et c'est pour moi c'est un des années 80. Des livres indispensables de Tezuka. Donc ouais, c'est sûr. Après, voilà, on a... donc là, c'est une traduction, donc vous avez été deux dessus. Donc il y a eu donc, toi et Jacques. Donc Jacques Laloz, qui était un ami, comme on disait tout à l'heure, de Tezuka. Mais est-ce qu'il y a eu en fait de grandes difficultés, des choses... Parce que le japonais à traduire, en soi, c'est déjà une langue qui est très différente du français. Donc en quoi ça a pu être compliqué? Est-ce qu'il y a des choses en particulier qui ont posé problème? Alors, c'est vrai que déjà la traduction du japonais en français, c'est quelque chose, et c'est pour ça qu'en général, on travaille en binôme à partir du japonais avec un traducteur et un adaptateur. En ce qui me concerne, moi je ne travaille pas sur le texte japonais, mais sur le premier jet en français. Et parce qu'il reste toujours beaucoup à faire, sachant que la langue japonaise est aux antipodes de la nôtre à tout niveau. Déjà, la syntaxe de la phrase est totalement inversée par rapport à la nôtre, mais surtout, il n'y a ni genre, ni nombre, quasiment pas de marque de temps. C'est une langue où tout est toujours dans la suggestion, et ce qui explique la vivacité du haïku, du petit poème japonais notamment. Et là où le français, lui, est extrêmement précis. On détermine absolument, tout est précisé dans la phrase française, au contraire de la phrase japonaise. Ce qui peut poser parfois quelques problèmes, par exemple, comme il n'y a pas de genre et pas de nombre, en japonais, on peut se permettre d'occulter, de ne pas préciser le sexe d'un personnage. Et des auteurs peuvent jouer là-dessus. Et on peut s'apercevoir, nous, on est obligé de trancher. On est obligé de dire c'est un homme, c'est une femme, on est obligé de choisir. Et le problème, c'est que 400 pages plus tard, on peut s'apercevoir que finalement, c'était pas une femme, c'était un homme, c'était pas un homme, c'était une femme, et qu'on s'est trompé. Et voilà le genre de petits écueils sur lesquels on peut tomber. Il y a pas mal de jeux de mots, par exemple intraduisibles, comme là il y a donc Mephistopheles. Donc Tezuka a décidé de faire de Méphisto une femme, puisque Mé en japonais signifie la femelle. Et là en fait il y a un jeu de mots de Tezuka avec Méphisto justement et là en fait vous avez essayé avec Jacques de reproduire ce jeu de mots en français. C'est un jeu de mots intraduisible où les signes utilisés en japonais
permettait d'exprimer le caractère ou masculin ou féminin du personnage, qui évidemment ne donnait rien en français. Donc on a usé d'un subterfuge, après quelques heures de prise de tête, pour un point de détail comme ça. On a fini par lui faire dire à un moment « mes fils, mes filles, mes filles, mes fils, Méphisto ». Voilà. D'ailleurs, on a même rajouté Méphito, Méphisto pour arriver à Méphisto, pour montrer qu'elle avait cette ambiguïté sexuelle. Voilà. Il y a un autre moment, je me souviens, on a un exemple de nom japonais sur lequel qui signifie littéralement Chareos. Non, Poeos, voilà, dans le sens où quelqu'un qui n'avait que la poésie. Et donc, évidemment, c'était le nom japonais qui exprimait cela. Alors, on l'a traduit en décharné. Alors, décharné, voilà, qu'il faut lire décharné, finalement. Et évidemment, on le lit, on a gardé le nom japonais, donc avec une écriture en romagique, décharné, mais avec ce jeu de mots. Alors, on est obligé d'user de plein de subterfuges comme ça, et même parfois, il y a des jeux de mots qui restent totalement intraduisibles. Et voilà, c'est ce qui rend, c'est un des points qui rend difficile évidemment l'adaptation à un certain moment. Après, il y a des points délicats de traduction qui n'ont rien à voir avec le fait qu'on parte du japonais, mais qui sont plus liés à des références comme des références à Casablanca, par exemple, le film avec des échanges de dialogues avec Humphrey Bogart. Et donc il s'agissait de retrouver, puisque les dialogues étaient cités tels quels en japonais, de retrouver vraiment la traduction française d'origine, dans la version française première du film, pour pouvoir réutiliser les dialogues. Bon, alors ça c'est certains diront qu'on pinaille, mais je pense plutôt que c'est une façon d'être vraiment respectueux au maximum, et ça peut demander des fois plusieurs heures de recherche pour arriver à restituer vraiment la bonne réplique de la bonne façon. La grosse référence à Faust, c'est le Faust de Goethe, donc qui citait des passages en entier. Voilà, alors ça, la première chose, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de recherches avec Jacques, parce qu'il y a beaucoup de citations du Faust de Goethe, donc on a choisi de partir sur la traduction Gallimard, dernière en date, et parce qu'il y a des citations complètes, et puis alors des fois il y a des citations complètes, il faut les retrouver dans le Faust de Goethe, mais il y a aussi des citations des fois qui sont indirectes, ou qui ne sont pas complètes, qui sont partielles, qui sont juste suggérées, c'est des allusions. Alors qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Donc voilà, ça a demandé, c'était un vrai casse-tête. Ensuite, au-delà de ça, il doit y aussi avoir, je pense, des contraintes dans la composition graphique avec les bulles, puisque on va avoir un problème de place parfois, j'imagine, puisque en japonais on a les kanji qui sont des caractères qui peuvent signifier des mots ou des expressions ou vraiment des idées. En français, voilà, des concepts, où en français on va devoir utiliser peut-être un mot, une phrase. J'imagine que voilà, ça peut poser peut-être des problèmes de composition graphique aussi. Bon, déjà les traducteurs, ils font attention en faisant leur traduction. Et puis après nous, ça arrive effectivement qu'à la mise en page, je sais pas, quand il y a un personnage qui a plusieurs bulles dans une case, par exemple, et puis la première bulle est censée contenir 500 caractères et la deuxième 100, mais nous, c'est un peu des vases communicants quoi, pour que ça soit équilibré entre les bulles. Donc ça, c'est pas très gênant. Voilà. Après, ça peut arriver que le texte est un peu important. Du coup, nous, ça arrive que du coup, derrière les traducteurs, on suggère des simplifications pour que ça aille mieux dans la bulle. Voilà. D'accord. Et ensuite, il y a quelque chose qui m'a beaucoup frappé du coup chez Tezuka, c'est sa façon de se théâtraliser, de se mettre en scène dans ses livres, de briser le quatrième mur. Et ça, en fait, voilà, je trouve que dans son travail, c'est quelque chose de super intéressant qui est peut-être assez important. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Oui, c'est en fait, ce qui est assez fou, c'est que dans toutes ces œuvres, même les œuvres les plus sérieuses comme l'histoire des Trois Adolphes, qui parle de la Seconde Guerre mondiale, il se permet parfois des passages où le personnage a une grande surprise, donc il saute littéralement au plafond et il casse le bord de la case. Enfin, il se permet aussi des fois d'intervenir lui-même. Ça, on le voit même dans Bouddha, qui est une œuvre où il fait une biographie de Bouddha, et où de temps en temps il apparaît lui-même et il fait un commentaire sur l'action qui vient de se passer. Cette espèce de cochon rapiécé aussi. Ah oui, c'est vrai. À certains moments. Il y a une espèce de petit dessin de cochon avec des petites comme des. Littéralement le cochon rapiécé. Voilà, comme des pièces de vêtements je ne sais pas ce qu'il exprime des choses assez différentes à chaque fois. Ouais. Mais alors là, c'est vraiment c'est un petit peu la fantaisie et la folie de Tezuka qui parle, qui s'exprime.
On a l'impression que c'est la soupape à certains moments, il faut lâcher du lest. Mais c'est aussi propre à la narration japonaise, c'est-à-dire que vraiment ces ruptures de ton qui peuvent nous choquer, nous, parce qu'on n'est pas habitué dans la narration plus européenne occidentale, sont très fréquentes non seulement dans la bande dessinée japonaise, mais aussi au cinéma par exemple. Et c'est vrai que c'est toujours surprenant pour nous parce qu'on a l'impression que ça va complètement casser l'ambiance, d'avoir une rupture de ton à un moment particulièrement dramatique, d'avoir tout à coup une case avec un trait d'humour qui n'a rien à voir, qui paraît totalement saugrenu dans le contexte. Et Tezuka pourtant s'en amuse beaucoup, lui aussi. Et voilà, après en ce qui concerne le fait de se mettre en scène, c'est vrai qu'il faut voir aussi que Tezuka était vraiment une figure que tous les Japonais connaissaient, comme je disais tout à l'heure, l'homme au béret avec les grosses lunettes. Son visuel et son image étaient aussi célèbres que celle de Walt Disney pour les Américains. Donc il était, voilà, ouais. Ce qui pour moi était particulier aussi, le fait que je sois aussi scénariste pour Disney, de travailler sur Tezuka, dont le grand inspirateur était Walt Disney. D'ailleurs, quand il a travaillé sur sa biographie de Beethoven, parce que Beethoven, il travaillait toujours en écoutant Beethoven. Son autre grand compagnon de route, c'était Walt Disney. Il a hésité pour le choix de sa biographie. Est-ce que je fais une biographie de Beethoven ou est-ce que je fais une biographie de Walt Disney? Il a choisi Beethoven. Mais Walt Disney est vraiment le créateur qui lui a permis finalement d'inventer le langage du manga moderne. Quand il a créé le manga moderne avec Shin Takarajima, le mystère de l'île au trésor, la nouvelle île au trésor 1947, il invente le découpage cinématographique du manga qui est totalement hérité des cartoons de Disney et de ceux des frères Fleischer aussi. Et c'est ce qui va créer finalement cette dynamique incroyable du manga, qui est vraiment propre au manga. Voilà, et ces codes, comme c'est pareil, ces grands yeux. Les gens en général qui ne connaissent pas du tout les mangas se disent pourquoi il y a des grands yeux comme ça, surtout la part des japonais, alors on demande déjà la réflexion pourquoi ils ont les yeux bridés, donc il faudrait qu'ils aient des yeux comme des fentes. Mais c'est, en fin de compte, les grands yeux des personnages de shonen notamment viennent de Disney. C'est vraiment parce que Tezuka a importé ce fait propre aux productions Disney où l'œil était considéré comme un vecteur d'émotion, tout simplement, très important. Et donc Tezuka était très conscient de ça, il a transposé dans ses mangas, ce qui permettait d'avoir un trait simple, stylisé. Le trait de Tezuka n'est pas un trait ultra réaliste, détaillé, il est à l'opposé de ça. C'est un trait qui se veut efficace, qui confine presque au signe parfois. C'est vraiment l'utilité pure au service de la narration. Tezuka, c'était avant tout un conteur, un génial raconteur d'histoire, et lui, son but, c'était de raconter le plus d'histoires possibles, les histoires les plus passionnantes possibles. Et tout dans son dessin va dans cet esprit-là. Un dessin, par contre, qui, en quelques traits, est absolument chargé d'âme. C'est vraiment très impressionnant. Il fait vivre ces personnages vraiment avec pas grand-chose, et ça peut, pour certains, en tout cas, quand on n'est pas habitué à ça, ça peut peut-être buter. Ça a été mon cas. On passe vite, vraiment très très vite. Qu'est-ce qui t'a rebuté? En fait, le dessin rapide, le graphisme parfois, peut-être un peu changeant d'une image à une autre. Ah, oui. Mais oui, c'est vrai que même dans le dessin, il y a des ruptures de ton, c'est ça qui est intéressant. Je pense qu'en fait, dès qu'on lit vraiment une histoire de Tezuka en entier, on se rend compte vraiment, on est absorbé par son génie, on se rend compte tout de suite qu'on est en face à un très grand auteur et qui nous fait vivre des choses dignes d'un très grand auteur. Et du coup, on oublie totalement le graphisme, et au contraire, c'est là qu'on commence à l'apprécier, vraiment, et finalement, on finit par l'apprécier à sa juste valeur, et c'est un graphisme génial, et au final, absolument génial, et très séduisant. Il dessine notamment des femmes extrêmement séduisantes, avec dans quelques traits. Une référence, d'ailleurs, là-dessus, au dessin de Tezuka, oui, de en Mephisto. parlant de théâtralité, il y a des personnages qui s'adressent directement au lecteur parfois. Comme Mephisto, je ne sais pas. Donc en fait, c'est Mephisto qui parle d'une autre personnage de ce bouquin qui explique qu'elle ne comprend pas pourquoi cette personnage-là est si laide, alors que d'habitude les personnages de Tezuka sont très séduisantes. Il parle de Mariko, en fait, qui est l'équivalent de Marguerite du Faust de Goethe. Et je ne trouve plus la page, c'est là. Hop.
Voilà, elle s'adresse directement en disant: cher lecteur, ne trouvez-vous pas qu'elle manque singulièrement de charme? Habituellement, les personnages féminins de Tezuka sont plutôt séduisants. Mais les étudiantes agressives de notre époque ne se soucient pas du tout de l'être. Voilà. Donc, dans la plupart de ces mangas, qu'il utilisait comme une petite comédie humaine, qu'il utilisait comme un casting d'acteurs. Alors, on avait Monsieur Moustache, on avait Mamie Blackjack, on a des tas de personnages, le professeur Shinomizu, etc., qui reviennent d'un manga à l'autre dans un rôle totalement différent. Exactement comme des acteurs de cinéma, comme s'il était producteur qui choisissait ces acteurs pour ces différentes histoires. On en revient toujours à la théâtralité. Ouais. Ensuite, voilà, on a Faust Faust qui est pas terminé en fait, qui reste comme ça. On en parlait hier. Est-ce qu'on peut envisager une suite comme avec Sex Visitor? Donc il y a eu une suite, l'anecdote qui était assez amusante d'ailleurs. Mais non, il ne faut pas dévoiler ça. Oui, c'est une anecdote qui m'a bien fait, qui m'a bien amusé en tout cas hier. Donc, non, c'est aux éditions Faibleux, on a fait un petit bouquin qui s'appelle Sex Visitors, qui est une réédition d'une BD pornographique des début des années 80, qui est une époque où il y avait beaucoup de petites BD comme ça qui sortaient dans la presse. Et nous, on en a trouvé une qui était particulièrement, je sais pas, improbable, avec un dessin très très moche, avec un scénario débile et des dialogues un peu au cordeau. Et du coup, on a gardé ça sur notre bureau pendant 10 ans en disant qu'est-ce qu'on. Enfin, je sais pas. Et puis à un moment, on a franchi le pas, on dit bon, allez, on l'édite. Et voilà. Et il se trouve qu'on a deux jeunes auteurs qui ont résolu de faire la suite de cette pauvre BD. Et cette suite va sortir l'an prochain, normalement en janvier. Elle va faire 500 pages. Voilà, donc oui, ça a été une discussion pendant la conception de Néo Faust, de se dire bon, il est inachevé, quel va être le choix, sachant qu'effectivement quand le dernier livre d'Hergé, l'Alphard est paru, il y a eu ce débat-là, parce qu'il y a des gens du studio Hergé comme Bob Demore par exemple qui auraient voulu terminer le livre, vraiment que ça fasse un album comme les autres, et puis les tenants ceux qui, voilà, les héritiers d'Hergé qui disaient bah non, Hergé a toujours dit que sans lui il n'y aurait pas de Tintin, donc voilà, c'est fini, on arrête là. Et donc nous on a eu un peu ce débat là, mais bon, je pense que si on l'avait fait, on l'aurait pas fait du tout comme Bob Demore aurait terminé l'Alphard, mais on s'était dit pourquoi pas effectivement demander à des jeunes auteurs parce que maintenant les auteurs, enfin nous les auteurs avec lesquels on travaille, là, les plus jeunes qui ont entre 20 et 30 ans, c'est des gens qui ont tous lu Tezuka, qui ont tous lu du manga et qui peut-être auraient des choses à dire justement pour continuer cette œuvre, même si sans dire, je sais pas, il y avait peut-être un moyen de faire. Enfin finalement on a choisi effectivement l'inachevé, enfin la case blanche, quoi, comme, qui est aussi très émouvant, c'est aussi quelque chose, c'est marrant parce que ça le rapproche d'un bouquin qui n'a rien à voir, qui est dans notre catalogue aussi, qui s'appelle Le Journal de Jo Manix, qui est le journal d'une jeune femme qui était auteure de bande dessinée, qui est décédée en 2001 aussi d'un cancer d'ailleurs, et qui a fait son journal dessiné. Elle ne passe pas par la fiction comme Tezuka, mais elle a fait son journal dessiné, et son journal se termine aussi par une case blanche, quoi. Et finalement, est-ce que ça aurait pu finir d'une meilleure manière que par la case blanche? C'est peut-être le mieux, ouais. Moi je crois pas au final. C'est sûr qu'il va y avoir 3 actes, je crois, et le deuxième acte, à partir du deuxième acte, il va vraiment parler de biotechnologie, qui est un sujet qui lui tenait à cœur et qui est à peine effleuré finalement dans les fausses, mais est-ce que c'est pas plus mal? Ça se termine comme ça, en effet, avec cette espèce de retour au néant, cette méditation qui est extrêmement dense et finalement qui forme une unité, quoi, qui ne génère pas de frustration finalement. On est simplement ému par ce début de deuxième partie qui sombre tout de suite dans l'abîme, mais on n'est pas frustré par cette... Je peux ajouter autre chose, c'est un peu comme pour l'Alphard de Tintin, je trouve qu'il y a aussi quelque chose dans le fait de laisser l'œuvre inachevée, qui fait qu'en fait l'œuvre elle n'est jamais terminée. En fait, c'est-à-dire qu'elle reste ouverte au lecteur. C'est-à-dire, le lecteur peut se dire bon en plus il y a quelques indications parce que Tezuka, il y a une conférence de Tezuka à la fin où il dévoile quelques-unes de ses pistes pour la suite. Et c'est vrai que c'est chouette aussi de laisser l'œuvre inachevée, de dire bah voilà, elle est inachevée, on vous la laisse, on vous la livre telle qu'elle, et du coup, à vous de, je sais pas, de fantasmer ce que ça aurait pu être, et du coup elle reste perpétuellement en mouvement d'une certaine façon.
Voilà. Moi, je ne risquerais pas, en tout cas en tant que scénariste, à tenter de poursuivre Néo Faust, parce que je trouve que son approche est extrêmement personnelle et très complexe. Et je pense qu'il faudrait déjà être aussi amoureux du Faust de Goethe, je pense qu'il l'était déjà. Voilà. C'est ça. Et pour l'avoir adapté, voilà, je pense que je n'y risquerais pas. Par contre, en ce qui concerne Ludwig B, qui est son autre manga inachevé, donc c'était sa biographie de Beethoven, une fois que je l'ai adapté, j'ai toujours rêvé de pouvoir imaginer une suite qui n'aurait aucunement la prétention d'être la suite telle que Tezuka l'imaginait, mais la biographie de Beethoven, la suite on la connaît. Il écrit, il l'arrête en 1801, et il reste 26 années à raconter, et sans doute les plus passionnantes. Et je pense que ce serait vraiment très intéressant de poursuivre la biographie de Beethoven avec, non pas en ayant la prétention de se substituer à Tezuka, mais en ayant cette approche, en tout cas, la même approche, en essayant de rester dans cet esprit. Voilà. Et ça, je pense que ce serait vraiment passionnant et ce serait un beau défi. Donc voilà, ensuite... je peux rajouter un truc, c'est un peu anecdotique, mais on a aussi eu... parce que donc, du coup, on commençait à s'intéresser à ce qui n'avait pas été publié de Tezuka. Donc Rodolphe et Jacques nous ont envoyé des suggestions, etc. Et dedans aussi, il y avait les premières pages de Tezuka, au lieu des dernières, les premières. Parce qu'au Japon, on est tellement les gens sont tellement friands de ce que fait Tezuka qu'on a aussi publié ses œuvres de jeunesse. Les œuvres qu'il avait fait quand il était enfant, où il met déjà en scène son personnage de moustache d'ailleurs. Et on s'était dit que ce serait assez chouette de le faire, et on s'était dit pourquoi pas coupler ça, parce qu'on a une autre activité aussi à Follow, c'est de faire des ateliers avec notamment d'un public jeune, mais aussi d'un public moins jeune. Pourquoi pas coupler ça aussi avec des ateliers avec des enfants, des choses comme ça. Donc une autre façon de garder vivante l'œuvre d'un auteur décédé. D'ailleurs, chez les éditions Flavola, comment ça se passe? Je veux dire, dans l'édition, par exemple, là, pour vous éditer du Tezuka, ça peut passer aussi par des indépendants, etc. Comment des indépendants, des personnes qui vous envoient des scripts, par exemple comment en fait c'est assez rare qu'on publie des choses qu'on reçoit. Ça nous est arrivé une fois. Un peu comme tous les éditeurs, on reçoit énormément de manuscrits. J'ai calculé, là j'en reçois en moyenne un par jour. Alors dedans il y a beaucoup de livres jeunesse, parce qu'on n'est pas vraiment un éditeur jeunesse, mais bon, on a quelques bouquins qu'on a fait en atelier, qu'on a publiés plutôt pour la librairie jeunesse. Et du coup, on a été répertorié, je pense, au niveau du salon du livre de Paris ou des choses comme ça, comme éditeur jeunesse. Du coup, je reçois énormément de manuscrits jeunesse. Et du coup, en général, je les renvoie vers des confrères. Je reçois beaucoup de manuscrits. Après, c'est rare qu'on publie des choses qu'on reçoit, parce qu'on est plus sur de la rencontre, en fait. On va plus... Nous, notre façon de faire, c'est plus de rencontrer les gens, de sympathiser avec eux, ça va être une occasion, je sais pas, là par exemple, on va publier un petit collectif d'auteurs mexicains que Grégory a rencontré au Mexique, et donc voilà, c'est des gens c'est des auteurs débutants, quoi, vraiment, mais bon, on a travaillé avec eux à distance, par mail et par Skype, sur un sujet, donc la famille, et donc ça va donner un petit livre collectif. Et on l'a fait parce que voilà, c'était intéressant, parce que c'était une rencontre originale, et que ça pouvait aussi nous amener à bosser, nous amener des nouveaux auteurs aussi, quoi, voilà. Et là en ce moment, on a publié cette année Lisa de la NASA, et on va publier bientôt Un Kung Fu et Les 3 jours qui ont sauvé le monde, qui sont des œuvres de jeunes auteurs qu'on a rencontrés en faisant des workshops au Beaux-Arts d'Angoulême. Et voilà, c'est des rencontres, c'est des gens qui on a accroché tout de suite, je sais pas, même si on a 15-20 ans de différence, on a le même esprit, il y a un truc qui passe, quoi. Donc c'est plus comme ça. C'est vrai que ça, c'est plus difficile à faire passer par un mail avec un PDF accroché, quoi. Mais après, il y a ça qui est plus un peu de la recherche et de la rencontre, et puis après il y a les traductions, effectivement. Après, moi j'ai participé à la traduction aussi d'un auteur coréen qui s'appelle Oh Young-jin,
que là j'ai rencontré parce que j'ai voyagé en Corée du Sud et puis à un moment mon ex-femme est coréenne et du coup elle m'avait montré ça en me disant ah, regarde ça c'est super et puis moi je ne savais pas trop de quoi ça parlait au départ, mais je lui ai expliqué que c'était les aventures autobiographiques d'un Coréen du Sud qui travaille en Corée du Nord. Et j'ai adoré le dessin qui était un espèce de... pareil, ça se rapproche aussi de choses comme de Harakiri, par exemple, comme Réserve, un dessin comme ça très très simple et très très efficace à la fois. Pourquoi je disais ça? Là pour le coup c'est encore autre chose, c'est-à-dire que je vais dans un pays étranger et je découvre un livre qui me plaît et que j'ai envie de traduire. Voilà, au feeling. Et là pareil, je suis sur la piste d'un auteur chilien qui a travaillé au Mexique, que j'aimerais traduire aussi, des choses comme ça. Voilà. On a commencé aussi à faire des rééditions. Bon, Tezuka c'est double, parce que c'est à la fois c'est d'une certaine façon de la réédition et puis de la traduction, mais on a réédité en début d'année un livre de Blutch et Fabio Viscogliosi qui avait été publié dans les années 90, qui n'avait jamais été réédité. Et pareil, là c'est plus moi qui vais vers le livre, enfin, qui dit ah ce livre-là il faut le faire parce que voilà, c'est important. D'accord. Donc là je vais juste vous parler un peu donc là en fait pour vous dire juste que si vous êtes intéressé par ce que fait donc les éditions, enfin ce que font les éditions Level Up, vous pouvez trouver tout ce qui est donc leurs idées. Voilà. Tous les livres de Tezuka sont là, juste là. Les livres de Tezuka qu'on a publiés. Et puis il y a le stand de Eléa Diffusion qui se trouve dans la médiathèque où il y a tous nos titres presque, plus des catalogues. Et vous pouvez aller sur le site aussi. Et oui, notre site c'est fldlb.com. Donc il y a plein de choses. Donc, vous pouvez lire des extraits en ligne, vous pouvez commander en ligne, vous pouvez télécharger le dossier de presse, vous pouvez avoir des renseignements sur tout ce qu'on fait comme événement, comme ici par exemple. Moi la semaine prochaine je vais à Paris, je vais faire des signatures aussi. Et voilà, de temps en temps on met des petits dessins animés aussi. C'est pas de choses. Est-ce qu'il y a des questions? N'hésitez pas. Oui, le monsieur au fond là-bas. Non. Donc je sais pas, on va peut-être donc Tezuka, si vous ne connaissez pas, je vous conseille vraiment, notamment l'histoire des trois Adolphes. Il a fait aussi Ayako. L'histoire des trois Adolphes, ça parle de la Seconde Guerre mondiale. Ayako, ça parle plus de l'après-guerre au Japon. Je sais pas, tu as d'autres conseils peut-être de lecture? Toi, tu en as donné beaucoup déjà. Ouais, alors il y en a un qui marche bien avec les ados, c'est Black Jack. Parce que souvent les ados sont plus enclins à lire, avant c'était Dragon Ball Z, maintenant c'est plus Naruto qui est déjà sur la fin, One Piece. C'est-à-dire des gros shonen qui sont les best-sellers actuels au Japon, qui sont très intéressants d'ailleurs. Mais voilà, Tezuka pour eux forcément c'est un dessin qui date des années 80 pour les dernières parutions. C'est 1947-89 son œuvre. C'est 150 000 planches, 600 animés aussi. Mais c'est quelque chose qui peut, un graphisme comme on l'a dit tout à l'heure, qui peut éventuellement les rebuter, qui peuvent trouver parfois même carrément ringard, au premier abord. Et évidemment, il faut trouver le manga qui va leur donner envie de dépasser justement cet a priori. Et alors, c'est vrai qu'avec les ados, Black Jack marche très bien. C'est l'histoire d'un chirurgien de l'impossible qui en fait a inspiré le fameux Dr House de la série. Voilà, donc, et c'est une œuvre phare de Tezuka qui a commencé en 1973. Et c'est vraiment aussi un personnage en partie autobiographique, puisque Tezuka était aussi médecin, il avait une formation de médecin. Il n'a jamais exercé, mais il avait toutes ses connaissances qu'il a réinvesties dans Black Jack. Moi je me suis régalé évidemment sur 17 volumes, j'avais l'impression des fois de vivre dans un bloc opératoire. Quoi? Un bloc opératoire. Un bloc opératoire, voilà, exactement, parce qu'il y avait une avalanche de termes médicaux. J'avais souvent recours d'ailleurs à des parents qui travaillent dans la santé, des anesthésistes, des médecins anesthésistes, des chirurgiens, des infirmiers. Pour revenir un peu à ma rescousse, moi j'arrivais pas à trouver sur internet ou dans des bouquins. Et tellement il y avait un vocabulaire ultra spécifique qu'il fallait toujours vérifier. Et ça c'était très délicat, mais c'est vraiment passionnant. C'est des petites nouvelles qui se lisent extrêmement bien. Il y a aussi un autre manga de Tezuka qui marche bien aussi avec
je pense, avec un public assez jeune et qui marche bien pour les profs. C'est Nana Hirohiko, qui se situe dans le monde du théâtre, en fait, où il revisite des tas de grands classiques. Le hara aux 7 couleurs. Pardon? Le hara aux 7 couleurs. L'hara aux 7 couleurs, ouais. Et Bouddha. Et alors, Ludwig Bee, sa biographie, évidemment, après les très grands classiques aussi que sont Bouddha, sa biographie de Bouddha, qui est vraiment un bouquin que tous les Japonais ont lu. C'est une biographie de Bouddha de 3000 pages qui est absolument géniale. Et son chef-d'œuvre des chefs-d'œuvre, qui peut être Phoenix, c'est vraiment une œuvre maîtresse sur laquelle il a toujours travaillé, qui est une immense saga divisée en époques, qui parle de l'immortalité, finalement, cette quête d'immortalité à travers toutes les époques et même à travers différents mondes. Et c'est une saga cosmique incroyable, Phoenix, qu'il a aussi adapté à l'écran. J'ajouterais aussi, pour un Tezuka plus sombre, il y a un livre un peu plus court en 3 tomes qui s'appelle MW, qui parle de terrorisme et qui est assez fou. Ouais. Dans le côté shonen sombre, il y a justement aussi le Alabasta qu'on a sorti chez Level. Et puis évidemment Debout l'humanité et voilà, Faust et les autres Fabuleux. Ah oui, donc je disais tout ce que je dis là, c'est après les bouquins. Bien sûr, c'est évident. L'intérêt vraiment, c'est de Tezuka, il a travaillé vraiment sur tous les, enfin il était sur tous les fronts, donc il a revisité tous les styles, il a travaillé sur pour les plus jeunes, pour les plus vieux, vraiment il a tout fait. Il faut voir aussi ces courts-métrages d'animation qui sont fabuleux, comme Jumping, Broken on Film, qui dessinaient quasiment tout seul et qui ont remporté des grands prix dans tous les plus grands festivals internationaux à l'époque. Sa Légende de la forêt, qui était vraiment le seul moment où il a pu rivaliser avec la qualité des studios Disney, parce qu'il courait toujours après les budgets. Son rêve, c'était vraiment de réaliser aussi un grand film d'animation avec une production digne de celle des studios Disney, ce qui était très difficile à faire comprendre aux producteurs japonais ou à produire lui-même, parce qu'il avait son propre studio d'animation qui avait plusieurs fois failli, ce qu'il reconstruisait à chaque fois. Et donc il l'a fait une première fois avec le Phoenix, qui a été un gouffre financier incroyable. Et puis on sent à la fin de la production du Phoenix qu'il y a certains problèmes, on n'est pas dans la qualité du début du film. Et puis La Légende de la forêt qui reste inachevée, il n'a pas pu le terminer non plus, mais les premières séquences qu'on a, en fait, à peu près 45 minutes, sont prodigieuses. Ça commence comme une histoire de l'animation. Et voilà. Et puis je pense que vous connaissez tous Tezuka, même si vous ne l'avez jamais lu, à travers Astro Boy, Astro le petit robot, ou Le Roi Léo. Le Roi Léo qui a inspiré le Roi Lion de Tezuka, des studios Disney, qui n'a pas à l'époque d'ailleurs voulu reconnaître le plagiat, mais c'était un plagiat éhonté du Roi Léo. Ils ont fini par le reconnaître plus ou moins sur le tard, de reconnaître l'influence en tout cas. Mais à l'époque, il y avait un collectif de 600 artistes au Japon qui ont protesté et qui voulaient absolument que le nom de Tezuka apparaisse dans les crédits, ce qui aurait été la moindre des choses. Et Disney a refusé à l'époque. C'était la sale époque de Eisner aux commandes, Michael Eisner dans ses pires jours, et voilà. Ça ne s'est pas fait à l'époque. En tant que grand fan de Disney, Tezuka n'a pas été plus loin dans les démarches pour. Les endroits déjà morts. Mais lui, enfin. Voilà. Il était mort, mais voilà, je pense que de toute façon, il n'aurait pas eu de. En fait, la réaction aussi des studios. La pétition n'est pas venue d'ailleurs de Tezuka Productions. La réaction de Tezuka Productions a plutôt été de tempérer les choses et de considérer que c'était un honneur également. Ça me rappelle un truc, c'est quand Les Temps modernes de Chaplin est sorti, il y a pareil des Français qui ont dit « Oh là là, mais c'est un plagiat de, je sais plus, À nous la liberté, je crois, de René Clément ». Et René Clément, il a été assez chouette, il a dit « Ah ben, si mon film a pu inspirer le génie qu'est Chaplin, j'en suis très fier ». Je pense que ça aurait été plus la réaction de Tezuka en fait. Oui, je pense que c'est pas René Clément, je sais pas. Bon, peu importe, je chercherai sur Wikipédia. On trouve de tout sur Wikipédia, de toute façon. Google est notre ami. Tu viens du vivier, je sais. Encore une fois, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Peut-être au fond. Des regards un peu. Bon, on va clore la cérémonie. Du coup, voilà, merci d'être venu. Vraiment, c'était. Merci à vous. Merci à vous d'être venu déjà. Enfin, c'était vraiment super intéressant. Et puis.
N'hésitez pas. N'hésitez pas à visiter le stand de Léa Diffusion. Moi, on est là aussi pour discuter avec vous si vous voulez. Moi, je peux signer aussi mes bouquins que j'ai fait chez Club. Pareil, achetez une fausse, moi je peux vous signer aussi. Donc allez-y, c'est vraiment génial. Merci encore.